Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux pour un nouvel apéro-talk. Ce soir, nous recevons Romain Libaud, CEO Delivery. Je vais le laisser se présenter, donc vous parler un petit peu de son parcours professionnel, entrepreneurial et puis de Delivery. Voilà, Romain, c'est à toi. Merci, bonsoir à tous. Je suis Romain de Delivery, je suis un des 3 cofondateurs. Euh, je vais vous raconter en 2 mots d'où je viens, ce que j'ai fait avant, ce qui est pas forcément le plus intéressant, et ce qu'est Delivery. Et ce dont j'ai envie d'un peu de vous parler, c'est des problématiques qu'on a rencontrées chez Delivery, qui vont peut-être pouvoir vous aider, vous inspirer, ou peut-être, j'espère, à minima, vous intéresser. Donc moi j'ai aujourd'hui 28 ans, j'ai déjà monté une première boîte avant, qui était une boîte de service qui faisait du marketing digital, on va dire, qui s'appelle encore Milky, comme le lait. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du nom parce que ça va être très long. On l'a revendu en 2011, en décembre 2011, à des entrepreneurs et 2-3 mecs qui voulaient racheter une agence et des clients existants. Quand j'ai eu cette expérience, j'ai validé le fait que j'aimais bien l'entrepreneuriat, faire les choses à ma manière, me sentir utile et tout ce qu'il pouvait y avoir autour. On m'a proposé un bon job après chez Publicis Conseil, où j'ai rencontré mon associé d'aujourd'hui qui avait un bout de l'idée de Delivery, et puis en échangeant, petit à petit, Delivery est né. Donc Delivery, je pense que le nom l'évoque un peu, c'est une start-up dans la livraison. Tout ce qui va être livraison urbaine, donc il y a c'est une famille où il y a un peu tout, la livraison du premier kilomètre, du dernier kilomètre, la livraison locale, la livraison urbaine, tout ça c'est à peu près la même chose. C'est une famille qui est en opposition à la livraison nationale ou internationale. Aujourd'hui, vous connaissez très bien La Poste, FedEx, UPS, TNT, etc. Ils vont être très forts quand vous allez avoir besoin d'expédier un colis à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, mais quand vous voulez l'expédier à l'autre bout de la rue, ça ne va pas être du tout adapté. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de cas de figure où on avait besoin d'expédier ou de recevoir des choses qui étaient finalement assez proches. Pour tout un tas de raisons. Aujourd'hui, tout est géolocalisé, ne serait-ce que quand vous, sur le marché de la seconde main, quand vous achetez sur le bon coin, bah souvent l'acheteur il n'est pas très loin parce que vous rentrez par le code postal. Aujourd'hui, on a aussi un commerce de proximité qui est très développé en France dans les grandes villes. Vous achetez des choses sur Internet alors que potentiellement elles sont dans un rayon de 10 km et que vous pourriez les acheter, mais les architectures de distribution ne sont pas du tout connectées entre le e-commerce et le commerce de proximité. Donc nous, on s'est dit, il y a un truc intéressant, on va proposer quelque chose là-dedans. On avait un fantasme d'entrepreneur qui était Uber. On s'est dit, tiens, il y a peut-être un truc intéressant à faire sur le modèle d'Uber où on prend des choses qui existent déjà, on les organise et on les distribue à des gens qui en ont besoin. Donc on a pris une approche un peu plus, complètement plus B2B que Uber qui vend au consommateur final. Nous, on distribue une offre de transport au travers d'une API ou des outils qui permettent d'organiser le transport dans des cycles très courts donc dans la ville. Ça se matérialise par exemple par une API et très concrètement pour que vous puissiez matérialiser comment ça fonctionne, on a un client qui est la Fnac qui va proposer sur son site e-commerce une offre de livraison qui s'appelle Chrono 3 heures. Donc vous achetez sur le site de la Fnac et vous êtes livré dans les 3 heures qui passent votre commande, bien évidemment si vous habitez à proximité d'un magasin Fnac. Et donc derrière, nous automatiquement, on va attribuer un opérateur qui est dans notre réseau qui va recevoir une notif qui dit va chercher tel produit à tel endroit et amène-le, va chercher à tel endroit et amène-le chez le client. Et évidemment, aujourd'hui, livrer un produit e-commerce pour la Fnac en 3 heures, c'est relativement nouveau, innovant, si on peut. Du coup, ça les excite pas mal et puis on peut faire tout un tas de trucs autour. Ça ne s'applique pas que e-commerce, il y a beaucoup d'autres applications possibles. Et puis on pourra en reparler à l'occasion. Je vous invite à aller voir notre site deliver.e, donc delivery. .e, c'est l'Estonie, ce que vous posez la question. Donc moi, quand on m'a proposé de venir vous parler ici pendant 30 minutes, je me suis dit que je pourrais vous parler d'un truc un peu spécifique. En l'occurrence, quelque chose qu'on a vécu chez Delivery, c'est une position qu'on a eue qui est un peu bâtarde. Si vous me permettez l'expression, c'est au moment où on doit trouver son market fit, donc dire vous avez mis en place un produit et il faut qu'il y ait des gens qui l'achètent, parce que si personne l'achète, il n'y a pas d'argent et puis vous faites du bénévolat.
et se dire est-ce qu'on a un bon market fit ou pas? Pas vraiment, mais est-ce qu'on y croit quand même? Peut-être. Donc est-ce qu'on doit pivoter ou pas? Et en fait, on est entre les deux. Donc souvent, on va vous dire voilà, il faut pivoter dans telle solution, etc. Sauf que c'est jamais évidemment noir ou blanc et c'est toujours compliqué d'appliquer des situations des autres à votre propre situation. Et nous, c'est clairement ce qu'on a vécu et je me dis que ça pourrait être intéressant de partager ça avec vous. Donc, je vais vous raconter la chronologie et comme ça, vous allez bien comprendre la problématique et comment on a choisi de l'aborder, ce qui n'est pas forcément la bonne solution, mais c'est celle qu'on a choisie. On a démarré avec l'idée du produit qui est celui de la Fnac. Donc l'idée était de dire on va voir tous les commerçants qui ont des magasins, tous les e-commerçants qui ont des magasins dans les grandes villes, qui font du retail, et on va leur dire vous avez des magasins que vous n'utilisez pas du tout dans vos livraisons e-commerce. Au mieux, vous proposez aux clients d'aller retirer dans le magasin ce qu'on peut appeler le click and collect ou le retrait en magasin, mais vous ne proposez pas du tout la livraison au départ des magasins, alors que quand les gens achètent sur Internet, c'est quand même pour se faire livrer à un moment donné. Donc on s'est dit, là, il y a un truc sympa. On a vu qu'il y avait plein de boîtes on pensait qu'on avait une idée géniale, mais on se rend compte que plein d'autres gens l'avaient déjà eu, mais pas en France. Et donc on s'est dit, on va le faire en France. Que d'autres gens aient l'idée, ça valide quand même un certain nombre de choses, parce que si vous êtes le seul à avoir cette idée, peut-être que ça veut dire que c'est une mauvaise idée. On a vu qu'une des boîtes américaines anglaises s'était fait racheter par eBay. Donc on s'est dit, bon, c'est plutôt bon signe, même si c'est relativement théorique, hein, ça veut tout rien dire. Et donc on s'est lancé là-dessus en se disant, on apporte une vraie valeur pour les marchands. Donc on a attaqué là-dessus, on a construit un MVP, ça s'est bien passé. C'était des tout petits volumes. Alors pour que vous compreniez le business model, parce que c'est important, on est un genre de broker. Donc on travaille avec des gens qui font du transport, on leur achète une prestation négociée et on la négocie un pourcentage moins cher et on la revend avec ce pourcentage négocié pour être toujours au prix du marché et gagner de l'argent. Comme pour nos sous-traitants, on est un gros apporteur d'affaires, ils consentent à nous faire des meilleurs prix et la négo correspond à notre marge en gros. Donc évidemment, vous avez compris, plus on fait de livraison, plus on gagne de l'argent et d'ailleurs c'est le seul moyen de gagner de l'argent. Donc on a besoin de faire beaucoup de livraisons. Donc on a commencé avec MVP, on a pris des petits sites PrestaShop, des boutiques de cigarettes électroniques. On a fait 2, 3, 4, 5 livraisons par jour. Ça marchait bien, les clients étaient contents, ils revenaient. On avait un taux d'adhésion sur le mode de livraison qui était très élevé, je crois que c'était 75 ou 80%. Donc ça veut dire que tous les gens qui voyaient notre offre la choisissaient. Parce que le rapport coût-service est très intéressant. Pour vous donner un ordre d'idée, pour 6,60 € TTC, vous étiez livré en 3 heures, alors que c'est le prix d'un colissimo. Vous êtes livré en vrai dans le bureau de poste le samedi matin, parce que vous avez le petit papier pour aller le chercher. Donc on s'est dit, là, on tient un truc intéressant. Donc on a tout de suite enclenché le processus commercial. Un truc qu'on a fait et que je vous encourage à faire, c'est fake it until you make it. Et on s'est toujours dit, si on n'arrive pas à vendre un truc, on ne va pas le développer. Donc on va d'abord essayer de le vendre. Et une fois qu'il y a quelqu'un qui est prêt à l'acheter, on va le faire. Surtout dans le B2B, chaque fois que vous vendez un truc, ça prend beaucoup de temps. Vous avez de fortes chances que le temps qu'ils vous disent oui, et entre le moment où il dit oui et le moment où ça va démarrer, vous ayez eu le temps de faire 3 fois votre produit. Donc on s'est dit, on va d'abord essayer de le vendre. Là, on a validé qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour notre produit. On enclenche très facilement des rendez-vous et des beaux rendez-vous avec des grandes marques. On a été chez tous les gros retailers de la beauté, Sephora, on a vu la Fnac, on a vu tous les grands groupes de textiles. Donc on s'est dit, on a un truc qui les intéresse. Et puis après, on s'est assez rendu compte qu'on avait soulevé une pierre sur laquelle il y avait tout un tas d'emmerdes et que ça allait être le parcours du combattant. En gros, notre projet, pour pouvoir se déployer dans un magasin, il y avait tout un tas de prérequis dont on était complètement tributaire et sur lesquels on n'avait pas du tout d'emprise pour faire avancer les choses. Je vais vous expliquer très simplement. En gros, quand vous voulez aller chercher de la marchandise dans un magasin, sur une vente e-commerce, il faut qu'au moment où vous êtes dans l'écosystème e-commerce, vous sachiez où sont les produits dans les magasins. Ça paraît tout con, mais il y a très très peu de retailers qui savent ça. Par exemple, aujourd'hui, si vous êtes, et il y a très peu d'enseignes, il va y avoir Decathlon, Fnac, qui peuvent dire en temps réel quel produit il y a dans quel magasin. Ce qui leur permet de, par exemple, proposer du retrait en 1 heure dans un magasin. Et donc là, on s'est dit, ok, ça va être compliqué.
Maintenant, on s'est rendu compte que tout ce qui s'appelle l'omnicanal, c'est-à-dire qu'un client, il peut être à la fois un client magasin, un client e-commerce, et que parfois il va avoir envie ou pas d'aller dans le magasin, et que c'est un client global et pas un client e-commerce, un client magasin. Maintenant, tout le monde a compris que tout ça devait se mélanger, et il y a une conduite du changement dans ces grosses boîtes, mais qui, comme vous pouvez l'imaginer, dure 12 à 24 mois minimum, et que nous, on a le temps de mourir 10 fois avant qu'ils aient fait tout ce qu'il faut pour qu'on puisse déployer notre produit. Donc là, on s'est dit, ça marche pas. On a testé 2-3 autres choses avec plus ou moins d'intérêt. Entre-temps, on a fait une levée de fonds. On a levé 500 000 € auprès de Business Angel. On a rejoint le programme 50 Partners, qui est un équivalent de The Family. Et après, on est arrivé, on va dire, donc il s'est écoulé à peu près un an, toute l'année 2014. On a levé des sous en octobre et à ce moment-là, on avait à peu près un an de cash. Donc on savait de toute façon, et c'est acté, qu'il fallait qu'on relève des sous environ d'octobre 2015. Sachant que quand vous levez des sous en octobre, vous avez besoin d'argent en octobre. Donc vous rétro-pédalez 6 mois entre le moment où vous allez voir des fonds et vous avez vraiment l'argent. Et 6 mois minimum. Donc ça veut dire que ça nous amène au mois d'avril, on va dire, en étant optimiste. Et donc on s'est dit, bon voilà, on sait qu'on a une deadline à avril où il faut qu'on puisse aller voir des fonds en leur disant, voilà, on a un produit que les gens achètent, qui génère de l'attraction commerciale, des métriques, etc. Je pense que vous êtes tous familiers avec ce que sont les métriques, etc. Grosso modo de la croissance, et de la croissance de start-up, pas de la croissance de PME, donc au moins 15% de croissance par semaine. Et donc nous, on arrive au mois de janvier, passer l'euphorie de ouais, on a levé 500 000 €, c'est trop bien, comment on va dépenser tout cet argent, et on arrive au mois de janvier, on se dit bon, il nous reste 5 mois, on n'a pas du tout les chiffres du business plan, parce qu'évidemment ça se passe toujours comme ça. Vous avez levé combien, pardon? 500 000 €. 500 000 €. Et donc on se dit, on va se réveiller pour parler poliment, et se dire bon voilà, fixons des objectifs de traction au mois de mai pour avoir des volumes de livraison satisfaisants, parce que nous, ce qui est hyper difficile, spécifiquement dans notre activité, c'est que vous avez beau avoir des tractions, des métriques de le taux d'adhésion, le taux de repeat sur votre mode de livraison, si vous ne faites pas un volume de livraison suffisant, vous n'êtes pas crédible. De la manière que ce n'est pas un volume d'utilisateurs ou de chiffre d'affaires, etc. Donc on s'est dit, on a des métriques intéressantes, mais on n'a pas un volume d'affaires qui est suffisant. Donc il faut qu'on aille chercher des volumes de livraison. Et là, on était un peu devant un mur, parce que tous nos clients, on ne peut pas leur dire allez-y, faites des livraisons, parce qu'on a un modèle B2B2C, donc on vend un transport à un marchand qui le vend à son client. Si le marchand ne fait pas bien son job d'intégrer votre solution vite ou de le vendre correctement à son client, vous ne bossez pas. Et donc moi, j'ai Delivery a une très grosse dépendance, comme beaucoup de business B2B, à ses clients. Et donc on s'est dit, faut vite qu'on trouve une solution qui va nous permettre de doper nos volumes de livraison pour qu'on puisse prouver, parce que finalement, quand vous allez voir les fonds, c'est pour leur prouver les choses, pour prouver qu'on est capable d'exécuter, de faire des gros volumes de livraison, et que notre modèle déjà technologique fonctionne, et qu'on apporte de la valeur d'une certaine manière. Et donc là, on s'est dit, bon, on a une trop grosse dépendance au marchand, il faut qu'on trouve une solution pour faire des volumes de livraison d'une autre manière. Et donc on a eu une idée, un début d'idée, qui était de se dire, puisque les marchands ne savent pas faire correctement ce qu'on leur demande de faire, en tout cas dans des conditions temporelles qui ne nous suffisent pas, on va devenir nous-mêmes marchands. Et donc on s'est dit, alors petite parenthèse, on a aussi beaucoup de clients de type start-up, d'ailleurs dont une qui a fait le wagon, qui s'appelle Bouquet, qui est une appli dans laquelle vous pouvez commander un bouquet de fleurs qui est expédié d'un fleuriste de proximité, et à laquelle notre API est branchée. Donc la quintessence de ce pourquoi on avait imaginé Delivery. Donc on est ravis de travailler sur des projets comme ça. Maintenant, ça ne nous permet pas non plus d'avoir des volumes suffisants, parce que c'est des startups qui ont aussi des problématiques d'acquisition, et que ça met un peu de temps à se mettre en place.
Donc on ne fait pas des milliers de livraisons par jour avec eux, que ce soit, donc on a ça avec des fleurs, avec du vin, avec tous les commerces de proximité possibles et imaginables, pour qui on a beaucoup de valeur parce que la partie transport est vraiment complexe pour eux et il n'y a pas vraiment d'autres solutions que ce qu'on fait. Et donc on s'est dit on va devenir notre propre marchand. Sauf que faut savoir quoi vendre, puis il faut avoir des clients aussi. Et donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut vendre qui est dans la ville, qui est facile à vendre. Facile à vendre, ça veut dire que tout le monde a envie d'acheter, qui ne coûte pas trop cher pour facilement le vendre. C'est toujours plus facile de vendre des bonbons que des Rolls-Royce. En termes de volume, parce que je préfère livrer 10 000 bonbons qu'une seule Rolls. Ensuite, et puis après des trucs qui sont dans la ville, etc. Et puis on a eu une idée, évidemment une idée qui est sortie d'un chapeau du plus grand hasard, qui était de se dire on va livrer des petits déjeuners le dimanche matin, parce que personne ne propose ça déjà, qu'il y a des boulangeries partout, une baguette, un croissant, un pain au chocolat, vous allez dans un bon artisan, c'est un produit standard, il y en a un peu partout dans Paris. Donc, on va pouvoir livrer facilement des clients et puis ça nous permet d'utiliser notre système, ça ne coûte pas cher, on va faire des gros volumes de livraison. Puis on a appliqué la méthode Lean classique, on dit on va faire une landing page avec un système de parrainage, chaque fois vous invitez des amis, vous avez un compteur, vous gagnez des livraisons gratuites, etc. Ça a plutôt bien marché, on a fait en une dizaine de jours 5000 inscrits. Donc on a validé la première étape, après on s'est dit on va le lancer. On a fait voter tous les participants sur l'arrondissement dans lequel on allait le lancer pour être sûr que l'arrondissement qu'on ouvre ait une masse critique suffisante pour faire des livraisons. C'est le 11e arrondissement qui a gagné et puis on a commencé à faire des livraisons dans le 11e. Ça s'est bien passé et puis après on l'a étendu dans tout Paris avec tout un tas de learnings intéressants, dont un par exemple que je peux partager avec vous parce qu'il est vraiment particulier. Entre parenthèses, je fais beaucoup de digressions, mais j'espère que vous arrivez à suivre. On s'est dit, on va faire un système d'abonnement parce qu'on n'a pas envie de se faire chier à aller chercher des clients toutes les semaines. Donc on va dire, le dimanche matin, si vous êtes une famille, que vous n'êtes pas un gros fêtard, il y a des chances que vous soyez chez vous tous les dimanches matins. Vous avez des gamins en bas âge, vous n'êtes pas toujours à droite, à gauche. Donc c'est toujours cool d'avoir des croissants le dimanche matin. Donc il y a une capacité de proposer quelque chose de récurrent. Et puis une fois que c'est setupé, comme ça ne coûte pas très cher, le truc tourne et vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Et donc on s'est dit, comme il y a quand même des gens, il y a quand même des fêtards, on va proposer un truc one shot, juste vous tester une fois, ça vous coûte 10 balles ou alors vous vous abonnez. 99, non, la première fois, 100% des gens ont fait du one shot. Donc on s'est dit, ça fait chier. Donc la deuxième fois, on attendait de voir s'il allait y avoir un repeat sur le one shot en se disant peut-être qu'ils veulent déjà essayer avant de s'abonner parce que ça fait peur l'abonnement. On n'a toujours pas trouvé le mot qui pouvait remplacer l'abonnement mais qui dit que c'est quand même un abonnement. Et il y a eu 4% de repeat avec la deuxième semaine. Donc là on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on arrête tout, on part en vacances. Et donc on s'est dit, on va arrêter le one-shot, on va faire que de l'abonnement. Et en fait, tous les gens qui faisaient du one-shot ont basculé sur l'abonnement. Et on n'aurait jamais imaginé que en fait, les gens font ce que vous leur suggérez de faire. Et si vous leur laissez le choix, ils ne vont pas forcément faire le choix qui vous arrange. Donc on a fini après par lancer sur tout Paris avec que de l'abonnement. Et on a fait, je ne sais pas les chiffres exacts, mais un peu moins de 200 livraisons le premier week-end où on a ouvert tout Paris. Ça a été aussi pour nous un truc assez complexe à gérer. C'est quand vous prenez une zone toute petite, un truc qui est très local, ça veut dire que votre acquisition d'utilisateurs aussi, elle doit être hyper locale. Et aujourd'hui, trouver des solutions pour recruter des utilisateurs que dans le 11e, sauf en bougeant votre cul et aller chercher à la main, c'est hyper difficile. Parce que vous allez géotargeter sur Facebook, sur Twitter, etc. Mais ce n'est pas parce que le mec est dans le 11e qu'il habite dans le 11e et qu'il sera chez lui le dimanche matin. Donc en fait, ça a été très dur de travailler que dans le 11e. Et quand on a ouvert dans tout Paris, on avait une capacité de recrutement qui était bien meilleure. On a aussi des RP qui étaient beaucoup plus faciles. Parce que quand vous avez qu'au 11e, à part la gazette du 11e, il n'y a pas grand-chose.
Et puis les gens n'ont pas forcément envie d'en parler si ça ne concerne que les habitants du 11e. Et donc après, on l'a développé dans tout Paris et ça a été beaucoup plus facile. On a eu des articles dans Direct Matin, etc. Et puis après, la machine s'est mise en route tout seul. Aujourd'hui, outre le fait qu'on travaille 7 jours sur 7, alors qu'avant on travaillait que du lundi au samedi, de fait, ça a augmenté nos volumes de livraison parce que vous travaillez un jour de plus. Et surtout, c'est l'outil qui nous permet de doper nos volumes de livraison de façon artificielle, parce que chaque livraison, c'est de l'acquisition derrière, mais au moins chaque euro qu'on investit, on en perçoit les résultats de façon immédiate. Donc on n'a plus du tout de dépendance à nos marchands et on pilote notre croissance beaucoup plus facilement grâce à un outil B2C. Et alors, j'en viens au problème de base, c'est que quand vous faites ça, vous faites deux métiers. C'est-à-dire que d'un côté, vous faites du B2B, enfin du B2B2C, et de l'autre côté, vous faites du B2C. Et donc là, tout le monde va vous dire, je vous dis, tout le monde nous a dit, focussez-vous sur, choisissez vraiment un truc, un métier, parce qu'on va toujours vous reprocher de faire plusieurs choses à la fois et du coup, de ne pas faire à fond le métier pour lequel, dans lequel vous croyez, mettez en exécution votre vision, parce qu'évidemment, on n'en a pas parlé, mais le business model de Sunday, c'est le nom du service de livraison de petit déjeuner, sunday.deliver.e. Le business model est juste hyper complexe parce que vous avez un panier moyen très faible, vous avez des coûts de livraison, des coûts d'acquisition. Donc si vous ne faites pas 3 ou 4 000 livraisons par dimanche, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Donc quand on a vu ça, on s'est dit on va arrêter et puis après on a réalisé que ça nous dopait quand même considérablement nos volumes de livraison et qu'on était quand même complètement maître de la croissance de ces volumes. Et donc là, en fait, on a compris une chose, c'est que dans notre cas particulier, il ne fallait surtout pas qu'on soit focus uniquement sur le B2B parce qu'on était complètement dépendant d'autres gens où on n'aurait justement pas pu fournir plus d'efforts. C'est-à-dire que là, on va dire, sur le B2B, ça doit représenter 50% de notre temps. Si on dépensait les 50% restants à faire la même chose, ça n'irait pas plus vite. Donc aujourd'hui, notre parti pris est de dire on fait déjà le max sur le B2B. On ne peut pas aller plus vite que nos clients. Donc maintenant, on utilise de la façon qui nous paraît la plus intelligente les 50% du temps qui nous reste pour développer notre modèle et apporter une preuve de notre concept dans un périmètre qui est bien identifié, qui est le dimanche matin avec un certain type de produit et qui met vraiment en exergue de la distribution locale avec un produit qui est déjà dans la ville qu'on distribue, etc. Et ça aujourd'hui, c'est un schéma un peu bâtard qu'on a mis énormément de temps à accepter parce qu'aujourd'hui quand vous allez voir des gens, des mentors, des fonds, etc., ils vont vous dire, c'est un peu des conseils à emporter, des basiques. On va dire, faut que vous soyez focus sur un truc et que vous fassiez que ça et que vous montriez que vous êtes les experts de ça. Sauf que dans notre cas, si on était allé les voir dans 6 mois et qu'on leur avait dit, voilà, on est les spécialistes de la livraison B2B2C, e-commerce, blablabla, et qu'on leur avait montré nos métriques, ils nous auraient dit, c'est bien, revenez nous voir dans 6 mois. Je reviens vous voir, mais je serai en CDI dans une autre boîte parce qu'on aura fermé les livrets. Donc on a pris le choix pris le parti avec beaucoup de difficultés d'avoir une chimère entre du B2B et du B2B2C. Et aujourd'hui, on le vit très bien. Le chemin est encore à parcourir parce que je vous ai parlé du mois de mai, on est encore au mois de mars. Mais Sunday se porte bien, on a une très bonne croissance là-dessus. On a identifié d'autres verticaux qui pouvaient nous permettre d'aller chercher de la croissance. Et aujourd'hui, on est vraiment beaucoup plus à l'aise pour développer nos métriques là où avant on avait beaucoup de dépendance.
Et ça, c'est un truc aussi qui est valable là dans l'exemple que j'ai partagé avec vous, dans cette expérience qu'on a eue. Mais globalement, depuis le début de Delivery, il y a un truc que je trouve très difficile à vivre quand vous avez un projet, c'est les avis extérieurs. Il y a plein de gens, par exemple, qui vont vous dire « c'est génial ce que tu fais » et en fait, ils ne seront jamais clients de votre solution. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas du tout objectifs et c'est aussi, je pense, un des gros écueils de l'environnement des startups. C'est que chaque fois qu'on va vous parler d'une idée, vous allez raconter votre idée, vous allez dire c'est génial, donc ça fait plaisir, c'est sympa et c'est toujours enthousiasmant. Mais parfois ça peut vous écarter de la réalité et de vous dire c'est quoi mes vrais learnings par rapport à ce que je fais, par rapport à mes clients, aux gens qui payent pour ce que je fais. Et ça s'applique exactement de la même manière quand quelqu'un va vous dire j'adore ce que tu fais, par contre tu devrais te concentrer que sur le e-commerce parce que c'est là-dedans que tu crois à l'avenir, etc. Et parce que c'est ce qu'on a toujours dit à tout le monde, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Et du coup, moi je me sentais et je me sens toujours tiraillé entre ce que les gens vont vous dire. Et donc maintenant je leur dis non, c'est comme ça qu'on fait. Je comprends ton avis, maintenant nous on a décidé. Et puis quand vous êtes dans la position où c'est vous qui prenez les décisions, parce que finalement c'est aussi ça, être un entrepreneur, vous devez quand même avoir une part de vision, mais il ne faut pas non plus être borné. C'est-à-dire que si un mec vous dit, si 10 personnes vous disent 10 fois la même chose et que vous pensez complètement l'inverse, ça ne veut pas dire que votre vision est bonne, mais ça peut peut-être le dire qu'à un moment donné, il faut se poser la question. Et donc jouer avec tout ça, placer le curseur de est-ce que j'ai tort, est-ce que je suis les bons conseils ou pas, c'est assez complexe. Donc ça, c'est peut-être plus une mise en garde que moi je vis au quotidien et que peut-être certains d'entre vous vivent. C'est écouter les autres, garder quand même une part de conviction et de vision, mais rien de ce que moi je peux vous raconter ou de ce que n'importe qui pourra vous raconter ne doit vous empêcher de penser par vous-même et d'avoir votre apprentissage et vos learnings. Voilà, j'espère que vous avez peut-être quelques questions. Je ne sais pas si au niveau du temps… C'est très bien, on est très bon. Justement, est-ce que vous avez des questions? C'était très bien, Romain. Oui. Ouais, merci pour… Avec plaisir. Pour la levée de fonds, vous avez levé 1 million. Oui. Vous avez levé avant, après vous ne savez pas ce que vous allez faire, etc. Non, ça c'était plus pour la blague. On a… Est-ce que vous avez… Sans Matrix, parce que c'était un mode de… Non. Bluff un peu. Non. Alors, de toute façon, on va pas… Enfin, quand tu lèves de l'argent en early stage, faut être un très bon vendeur. Mais est-ce que vous avez déjà des clients? Et on avait déjà des clients, on avait de la traction commerciale et on avait déjà des métriques qui étaient très théoriques. Et en fait, on a levé… alors, si je peux vous donner un conseil à emporter, qui vaut ce qu'il vaut, si vous voulez lever de l'argent en pré-monnaie, ne perdez pas trop de temps à aller voir des fonds d'investissement. Si vous n'avez pas déjà beaucoup de chiffre d'affaires et déjà des volumes d'activité qui sont importants. Parce qu'ils vont vous écouter, ils vont porter beaucoup d'intérêt à ce que vous leur racontez et c'est leur métier de qualifier des dossiers, d'avoir un deal flow intéressant, mais ils investiront très rarement chez vous parce que c'est une prise de risque trop importante. Les gens qui vont mettre chez vous, c'est des investisseurs privés, des business angels et qui vont investir sur deux choses essentielles. L'équipe, qui à mon avis est la principale. Et l'équipe, quand je dis l'équipe, c'est ils vont regarder qui vous êtes, ce que vous avez fait, et ils vont regarder votre capacité ensemble à accomplir des choses. C'est-à-dire qu'ils investissent sur des choses que vous allez faire et pas ce que vous avez fait. Donc l'idéal, c'est de leur dire, voilà, on a fait ça, on y croit pour telle et telle raison, et on est les bonnes personnes pour le faire, et là, ils vous font un chèque. Après, ils regardent le marché. Si votre marché, c'est la distribution de croquettes pour chiens, ça ne va peut-être pas trop les inspirer. Si c'est un marché en milliards de dollars et un truc qui est en croissance sur les 10 dernières années, ça va leur donner envie. La taille de votre marché et votre capacité à apporter une solution. Ce qu'ils vont se dire, c'est à date, j'ai aucune idée de si ça va marcher, leur idée, mais je sais que ces gars-là, ils vont réussir à faire un truc qui va marcher. Et en général, quand vous êtes en early stage, c'est
comme ça qu'ils appréhendent la question. Et c'est pour ça que les fonds mettent très rarement, parce qu'ils ont plus besoin d'avoir des éléments tangibles sur vos métriques que des business angels. Et les business angels, c'est beaucoup plus à l'affect et au projet, à l'équipe. Et donc moi je vous dis, n'allez pas avoir des fonds parce que vous allez juste perdre du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et donc si on a un produit, dès qu'on voit qu'on a un peu de traction, on va dire qu'un business angel, c'est pas Ouais. besoin d'attendre. Ouais, après, tout est une question de. Enfin, je pourrais refaire un talk sur la levée de fonds si vous voulez, mais tout est une question de momentum. Donc, le momentum, c'est essentiellement de la communication. C'est de l'artifice dans beaucoup de cas. C'est de faire en sorte que pendant un moment donné, tous les projecteurs soient sur vous et que tout le monde se dise il y a un deal qui se passe, si je ne suis pas dedans, j'ai raté ma vie. Du coup, c'est essentiellement des RP. Donc, l'article dans TechCrunch, vous faites 2-3 conférences, vous gagnez 2-3 prix. Et là, hop, vous êtes la startup dans laquelle il faut investir. Vous avez un deck qui tient la route, 2-3 métriques, et voilà. Une levée de fonds, ça marche comme ça. Après, si vous avez vraiment un truc qui déchire, où vous avez fait une traction de 50% chaque semaine, vous n'avez même pas besoin des artifices. Et je vous le souhaite. Mais voilà, après, il y a tellement de deals qu'à un moment donné, il faut sortir les feux d'artifice si vous voulez être visible. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. En fait, moi j'avais deux questions. D'abord, merci de faire le débat, c'est très intéressant. En fait, la première, c'est concernant l'appli Sunday. Ouais. Donc, effectivement, les transporteurs indépendants qui travaillent pour vous, ils prennent combien? Parce que j'imagine qu'ils ne vont pas se réveiller le dimanche pour livrer. Et figure-toi qu'il y en a qui ne se réveillent pas le dimanche. Et il y en a qui ne se réveillent pas le dimanche. Ouais, voilà ça le truc. Parce que si votre produit, vous le vendez 6 ou 7 euros. Ouais. Alors, c'est une question très pragmatique, mais j'apprécie les questions. En fait, le modèle de Sunday, il est un peu différent de ce qu'on va faire en semaine. Et qui pour nous est aussi intéressant, c'est qu'on croit aussi beaucoup dans un modèle crowdsourcé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la plupart du business, enfin 100% du business qu'on fait dans la semaine est réalisé par des professionnels du transport. Pour essentiellement des raisons légales, puisque comme vous savez en France on a des réglementations pour tout, il y en a aussi une pour le transport de marchandises, qui est plus compliqué que pour le transport de personnes paradoxalement. Et donc quand vous transportez de la marchandise pour quelqu'un, vous devez avoir des licences, des trucs, des machins, le truc c'est hyper chiant. Sur Sunday, comme c'est nous qui sommes le vendeur, on a un peu plus de souplesse sur qui on choisit pour opérer le transport. Et on s'est dit on va utiliser des étudiants, des chômeurs et des retraités pour faire le transport, d'autant plus qu'on arrive à avoir des zones très denses et des centres d'approvisionnement très près des clients. Et donc on livre à pied, ce qui permet d'avoir des gens qui n'ont pas de qualification, de permis de conduire de véhicules. C'est finalement du Uber Pop de la livraison, donc c'est des gens qui livrent à pied, qu'on paye 15 € de l'heure et qui font entre 5 et 10 livraisons par heure. Donc je te laisserai faire les maths. Ça nous permet de vendre une livraison 3 € TTC par client qui s'applique derrière avec le prix de la marchandise. Juste pour vous donner un ordre d'idée de grandeur, on a fait 3 packs. Le pack s'appelle Romain, comme moi, parce qu'en fait on se disait si je commande, qu'est-ce que je commanderais, et ça a donné le nom des packs. Donc dans mon pack, il y a une baguette et 2 viennoiseries. Dans le pack d'Anna, il y a 4 viennoiseries et une baguette. Et dans le pack de Sébastien, il y a 6 viennoiseries et 2 baguettes. 3,90, 6,90 et 11,90. Plus 3 € de livraison à chaque fois. La deuxième question, en fait, ça concerne votre service global. Ouais. C'est en fait, vous avez dit, vous avez besoin de volume. Ouais. Mais les transporteurs qui travaillent pour vous, ils ont aussi besoin de volume. Oui. Parce que s'ils vont chercher leur colis, je ne sais pas, la maison Montparnasse, et qu'ils doivent le livrer. Oui, alors. En fait, notre modèle, il se base sur un principe de base, c'est utiliser des inventaires inutilisés. Donc, je prends un exemple simple. On va travailler avec l'artisan transporteur A. Il va avoir un taux d'occupation, un taux de rendement dans une journée de 80%. Nous, le business qu'on va lui apporter, il n'est pas suffisant pour l'occuper à temps plein.
C'est pour ça qu'on ne va pas le salarier chez nous ou le payer à l'heure. On va lui dire on t'envoie du taf en plus que tu peux refuser ou pas, mais ça te permet d'occuper les 20% de dispo qui te restent. Et donc lui, il est intéressé parce qu'il a un meilleur rendement et ça, c'est du revenu additionnel. Et nous, ça nous permet de distribuer à tous les gens qui sont référencés chez nous du travail à faire, au même titre que sur Uber. Quand il y a un passager à transporter, bah, un mec qui a déjà un passager, on ne va pas lui proposer, on va proposer à des gens qui sont dispo. Donc c'est dans le genre de yield management de la disponibilité, mais c'est en fait en temps réel. Ouais, des chauffeurs. Il y avait une autre question, je crois. Vas-y. Du coup, si effectivement en fait, tu fais un arbitrage entre les chauffeurs qui sont disponibles, ça n'a pas un impact en fait sur ta promesse de vente de ton produit en 3 heures? En fait, dans le pire des cas, si tous les chauffeurs que tu consultes, ils te disent non, c'est pas la peine, je vais pas traverser tout Paris pour livrer en moins de 3 heures. Alors, techniquement, pour que vous voyez comment ça fonctionne, puisque je crois que vous êtes ici aussi pour apprendre un peu la technique, on a un pool de demandes à traiter et on a un pool de gens qui savent le faire. Quand on a une demande qui rentre dans le pool, elle a tout un tas de critères, un point d'enlèvement, un point de livraison qui définissent une distance. Chaque point est dans une zone plus ou moins écartée parce qu'évidemment faire une livraison de Paris à Paris et de Meaux à Paris, ce n'est pas la même complexité. Ce que vous transportez, poids, volume, le niveau d'urgence avec lequel il faut le transporter, s'il faut le livrer très vite ou un peu moins vite, le jour où il faut le transporter, si c'est en semaine ou en week-end, et l'heure à laquelle il faut le transporter, si c'est le soir ou la journée, et éventuellement la typologie de la marchandise, si c'est très fragile. Voilà. Donc ça définit ce qu'il faut transporter. Ensuite, nous, on crée à partir de cette info-là, automatiquement, une liste ordonnancée du transporteur qui nous paraissent les plus qualifiés. Donc on a 1 milliard de critères qui nous permettent de les classer, leurs notes, déjà des critères d'exclusion. Si par exemple c'est un transport d'un meuble et que le mec est en vélo, de fait il ne peut pas le faire. Donc on crée une liste et on a les 100 plus qualifiés pour le faire par exemple. On va proposer au premier, il a 5 minutes, donc il va recevoir une notification en fonction du type de notification qu'il a choisi de recevoir. Il va recevoir une notification, il a 5 minutes pour répondre. Il peut ne pas répondre ou refuser ou accepter. S'il refuse automatiquement, même avant la fin des 5 minutes, ça propose au second. S'il ne répond pas au bout des 5 minutes, ça propose au second. Et s'il accepte, il fait le job. Aujourd'hui, ça arrive jamais, c'est jamais arrivé qu'on ait besoin de demander à plus de 3 personnes pour faire la livraison sur une liste de plus d'une centaine de personnes. Donc on a un inventaire qui est tel qu'on n'a aucun problème à honorer les demandes de nos clients et le délai de réaction par rapport à la promesse de livraison est absorbé sans problème. D'autant plus que les délais qu'on annonce aux clients, en l'occurrence par exemple Fnac Chrono 3 heures, nous en réalité on l'achète en 2h30, ce qui nous laisse en plus une sécurité de 30 minutes pour faire tourner notre attribution ou gérer des merdes à la marge s'il y en a. Sur l'activité principale, comment est-ce que tu es arrivé à choper des grands groupes comme la Fnac et Decathlon en tant que start-up et à les convaincre en décrochant mon téléphone. Et t'as appelé qui En fait, le monde du B2B, c'est assez facile à adresser parce que les gens ont un comptoir qui s'appelle LinkedIn. Donc, tu sais que tu veux le directeur e-commerce, donc tu cherches dans LinkedIn le responsable e-commerce. Tu chopes son nom. Assez facilement, tu peux trouver son email. Donc là, après, tu l'ajoutes sur LinkedIn. Hop, tu fais une petite conversation sur LinkedIn. Et puis après, tu arrives à choper un rendez-vous. Sinon, tu appelles le standard. Tu dis je veux parler à monsieur machin et tu inventes le mytho que tu veux, tu peux être son fils, tu peux être qui tu veux et tu finis par lui parler et après là tu proposes un rendez-vous et puis après tu as un beau deck et puis il achète ton histoire et voilà. Mais avoir des rendez-vous c'est facile. Après il faut avoir le produit qui marche bien, l'offre qui
qui leur plaît. Et si tu n'arrives pas à passer le premier rendez-vous, c'est que vraisemblablement, il y a un problème. Si c'est un truc sur lequel nous, on a eu une grosse courbe d'apprentissage, on faisait le premier rendez-vous, on parlait pendant 1 heure parce qu'on trouvait qu'on avait les plus belles slides du monde et on était hyper fiers de notre truc. Et puis à la fin, ils disaient ouais, c'est intéressant, on va réfléchir, on se revoit, on leur envoie après. Puis après, tu peux les appeler toutes les semaines, tu galères, puis le truc n'avance pas. Et en fait, on a complètement changé. On s'est dit, on va time-boxer le rendez-vous en disant en 60 minutes, on va parler que pendant 15 minutes et tout le reste, on va les faire parler. Et donc, pendant 15 minutes, on leur présente, on dit voilà, delivery, service de livraison innovante, blablabla. Et après, on leur dit maintenant, nous, on aimerait bien comprendre un peu quels sont vos enjeux 2015, aujourd'hui, comment marche la livraison chez vous, etc. Et en fait, psychologiquement, le rendez-vous se passe d'une façon complètement différente. Et à la fin, on leur dit bon, bah voilà, nous, je vais un peu récapituler tout ce qu'on s'est dit. Et puis, comme ils t'ont donné toutes les infos, bah, tu tapes pile poil dans le mille. Ouais, en 2015, votre enjeu, c'est le service client, blablabla. Et donc là, ils sont là, oui. Et puis tu leur dis, bon, bah, ce que je vous propose, c'est que moi, j'ai bien compris vos problématiques. Fixons un rendez-vous dans 2 semaines. Entre-temps, moi, j'ai besoin de parler avec votre IT et votre responsable de la logistique. Pas de problème, je vous donne les contacts. Donc en plus, là, ils te filent les contacts en interne. Et puis après, toi, tu fais ton étude, tu les revois. Et là, tu as un truc que tu l'apportes, le projet sur un plateau. Tu peux sortir le bon de commande et signer. Et tu as gagné 6 mois et tu arrives à réduire ton cycle de vente. Et ça, on a mis 6 mois à le comprendre et à le mettre en place. Une dernière question peut-être? Ouais, moi j'avais une question plutôt technique en fait, sur la plateforme. Ouais. Je voulais savoir quelle techno était utilisée et surtout en production, qu'est-ce que vous avez Alors, je ne suis pas le CTO comme vous avez pu l'imaginer, mais j'ai beaucoup d'intérêt pour ce qu'on fait parce qu'on est quand même une société de technologie. Tout est développé en Rails sur la partie back-end. Tout est hébergé chez SoftLayer, qui est la solution d'IBM en cloud qui marche très bien, dont je fais volontairement la pub parce que ça marche bien. Et ils ont des programmes hyper intéressants pour les startups, mieux qu'Amazon. Et en front office, c'est c'est pas du Node, c'est pas de l'Angular. Non, c'est de l'Umber.js. Voilà. Et voilà, ça tourne très bien. Voilà. On n'a pas de mal à trouver des gens brillants pour travailler avec nous. On n'a pas de dev en interne pour une raison. Enfin, tu m'as pas posé la question, mais je vous le raconte. Pour une raison qui est assez simple, c'est qu'on essaye de limiter à fond notre cash burn. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de piloter des free qui bossent hyper bien, sur lesquels on n'a pas d'effort de formation. Ils montent. Comme historiquement, avant j'avais une agence et qu'on travaillait avec beaucoup de freelance. De fait, on a un bon réseau de freelance. Et c'est hyper facile de les actionner 3-4 jours par mois pour faire du bug ou des features. Le tout dans une méthodo avec un Trello, on ship toutes les semaines et voilà, ça marche très bien comme ça et ça nous coûte moins cher dans le global, même si la ressource coûte plus cher. Voilà. Merci Romain. On va prendre ce débat Merci à vous, ensemble. avec plaisir. Merci.